Merci de prendre votre temps pour cette présentation. Donc, Redouane et moi-même, nous sommes de l'association Génération IA. Donc, nous venons tous les deux de Montpellier, mais nous avons une aile aussi à Cachan. Donc, on intervient dans les établissements d'enseignement supérieur, primaire et secondaire, sur la sensibilisation et la formation, de l'usage de l'IA, des bonnes pratiques et éviter de se faire piéger par l'IA aussi, par la même occasion. Donc, c'est ça, de l'EPF, mais on est indépendant de l'EPF. Oui. Nous sommes toujours étudiants, de différents niveaux. Donc notre président Sébastien, qui se joindra à nous plus tard, est en 4e année à Cachan, Redouane est en 3e année à Montpellier, et moi en 2e année à Montpellier également. Donc une association qui a commencé à Montpellier en 2021 et qui s'exporte de jour en jour et qui, je l'espère, continuera de grandir même après notre passage. Donc nos 3 grandes missions, c'est les tables rondes, les ateliers et les interventions et conférences professionnelles. Donc on est déjà intervenu au sein de conférences internationales des sièges de l'ONU à Genève, au sein de collèges, lycées et écoles primaires secondaires, comme je vous le disais, sur la sensibilisation et la formation, et aussi des tables rondes sur les problématiques sociétales, économiques et environnementales. Donc on essaye un maximum d'introduire l'IA, tout simplement en commençant par son histoire aussi, mais aussi par les problèmes qu'on rencontre toutes et tous dans la société. Donc pour faire un petit point historique, l'IA a vu le jour pour la première fois en 1955. Et au fur et à mesure, elle n'a pas cessé d'évoluer petit à petit sans forcément qu'on s'en rende compte, parce que c'était une notion qu'on ne maîtrisait pas forcément ou dont on n'arrivait pas forcément à mettre d'étiquette dessus sur ce que c'était l'intelligence artificielle, jusqu'à 2020 où on a vraiment eu un essor important de l'IA générative et de l'assistant virtuel, où on voit aujourd'hui que finalement on n'entend que parler de ça et que ça continue au fur et à mesure de se faire entendre. Donc l'IA, l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est tout simplement un outil, une technologie, des machines qui vont nous permettre de comprendre, résoudre, raisonner et apprendre. Donc on a des exemples que nous on maîtrise très bien, c'est l'IA générative et dont j'en suis sûr vous avez déjà utilisé, type Mistral AI, Gemini ou ChatGPT. Donc petit sondage déjà, qui a déjà utilisé une IA générative ici? On a 3 personnes qui sont sauvées encore. Et j'espère que vous testerez quand même ces intelligences artificielles pour voir de quoi elles sont capables. Donc ces intelligences, elles génèrent du contenu, des images, du texte, de la musique, des vidéos, du code, à partir d'un prompt. Donc c'est une consigne que nous on va donner et elle va essayer de répondre un maximum à cette consigne par de la génération. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de parler de l'IA dans l'enseignement, de façon globale, des avancées, des évolutions qui sont faites. Et donc je vais laisser la parole à Redouane pour qu'il vous introduise un peu cette thématique. Bonjour déjà. Du coup on va passer au sujet principal de cette conférence. Quel est leur impact dans l'enseignement supérieur? Il vous a parlé du coup un peu des IA génératives. Dans un premier temps, on va voir du point de vue des étudiants. On va enchaîner avec les enseignants et enfin on va voir toutes les perspectives d'évolution que la France et le monde vont amener. Du coup, que se passe-t-il au niveau des étudiants? On va commencer avec quelques chiffres qui sont assez choquants ou surprenants. Donc c'est une étude qui a été menée au pôle Léonard de Vinci pour savoir un peu à quel point les étudiants utilisaient les IA génératives. Donc 99% des étudiants ont déjà utilisé des IA génératives, 92% en font un usage régulier et 30% l'utilisent quotidiennement. Du coup, on voit bien que les élèves ont vraiment intégré les IA génératives dans leur apprentissage. Ils la décrivent d'ailleurs comme un accompagnement personnalisé, un tuteur virtuel, ainsi aussi comme un soutien à la rédaction, du coup tout ce qui est plan, correction, reformulation, etc. Et enfin, comme un outil de réflexion, en croisant les sources et en posant des questions, ils arrivent à avoir des informations que le professeur n'a pas forcément le temps de leur apporter. Voilà.
Malheureusement, ce n'est pas sans risque avec une utilisation comme ça. On peut voir dans cette étude qui a été réalisée dans un établissement, je vous explique rapidement l'étude, c'est 2 groupes d'étudiants. Un premier groupe qui sont des utilisateurs réguliers d'IA générative et un deuxième groupe qui sont non utilisateurs de l'IA générative. On leur a fait passer un test noté sur 100, sans intelligence artificielle générative, et on a remarqué que le groupe A, du coup les utilisateurs réguliers, avait obtenu en moyenne 7 points de moins par rapport au groupe B, ce qui est quand même énorme. Qu'est-ce qu'on peut en ressortir? C'est tous ces risques, le risque de passivité dans un premier temps. Du coup, en fait, déléguer l'analyse et la rédaction peut nuire à l'engagement intellectuel des étudiants. Il y a la perte de compétences aussi fondamentale, la pensée critique, l'écriture académique est menacée aussi par l'usage abusif. Et enfin, la dépendance à l'IA. En fait, les étudiants ont tendance à consulter systématiquement les IA génératives de nos jours. Ils pensent que c'est l'intelligence absolue ou je ne sais quoi. Et malheureusement, c'est un mauvais point pour les étudiants. Et maintenant, du point de vue des enseignants, parce que certes, nos étudiants sont préparés à ça, ou ont l'habitude de manipuler cette intelligence artificielle, mais nos enseignants cessent de comprendre ou essayent de pousser plus loin leur façon et de faire comprendre leurs cours et d'améliorer leur pédagogie via l'IA. Donc, selon quelques chiffres, donc 78% des enseignants craignent que l'IA nuise aux apprentissages des élèves. Effectivement, comme l'a dit Redouane, de nombreux étudiants se réfèrent automatiquement, systématiquement à l'IA sans forcément se questionner, essayer de rechercher et d'approfondir les problèmes en essayant de résoudre et de raisonner par eux-mêmes. Face à cela, 20% des enseignants intègrent l'IA dans leur pratique. Parce que la seule manière de nos jours pour essayer d'accrocher des étudiants et d'essayer de maintenir un certain flux d'apprentissage constant, ce serait d'intégrer les outils qui plaisent, qui intéressent et qui parlent à plus de jeunes dans les enseignements. 56% des enseignants souhaitent une formation à l'IA, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants, surtout les plus expérimentés dans le métier d'enseignant, qui sont en quelque sorte largués par cette arrivée et cette évolution technologique croissante. Donc les opportunités sont nombreuses. On a un gain de temps pédagogique pour les tâches répétitives d'apprentissage et de personnalisation. Un support pédagogique, parce qu'avec l'IA générative et tout autre type d'IA qui peuvent nous permettre d'assister nos cours, on pourrait avoir une simplification des supports pédagogiques en personnalisant les parcours, en personnalisant les méthodes, les quiz, les méthodes d'apprentissage, et aussi un accompagnement plus simplifié. Hop là. Alors il y a des risques quand même, parce que ce serait trop beau que ce soit parfait, d'intégrer l'intelligence artificielle aux enseignements, c'est les défis éthiques et déontologiques de l'IA. Car oui, l'IA n'a pas encore cet aspect émotionnel que l'humain a pour prendre des pincettes sur certaines choses ou considérer l'humain dans l'apprentissage. On a aussi les compétences inégales. L'IA va vouloir élever tout le monde au même niveau, sans forcément considérer que certaines personnes n'ont pas des appétences pour certaines méthodes, pour certaines matières, pour certaines compétences évaluées. Et les évaluations du rôle de l'enseignant. On peut constater qu'au fur et à mesure, les outils évoluent, la pédagogie va évoluer, mais les outils d'évaluation cessent d'évoluer. Donc on verra par la suite comment on pourrait faire évoluer cette méthode d'évaluation face à l'évolution des outils. Du coup, pour l'intégration de l'IA dans l'enseignement supérieur, on va voir différentes choses qui sont en train d'être mises en place en France et dans le monde. Okay. Ce que l'IA, on va voir d'abord certains points. L'IA, on voit qu'elle change beaucoup de choses dans la préparation des cours pour les enseignants. Il y a 30 heures de temps gagné par professeur, par semestre, grâce à cette nouvelle technologie. Ce temps peut être utilisé justement pour accompagner de plus en plus les élèves avec des tutorats, etc. Et enfin, ça permet aux étudiants de mieux comprendre et de se sentir plus engagés dans les cours. On a aussi les examens qui doivent évoluer.
parce qu'avec cette utilisation intensive de cette technologie, les étudiants ne sont pas vraiment notés pour ceux qui savent, mais plutôt pour leur utilisation et comment ils arrivent à utiliser l'IA. Pour tous les devoirs maison, par exemple, ou les préparations même en cours maintenant aujourd'hui. Et enfin, pour les inquiétudes, il y a la fuite de données, la désinformation, qui est un point très important avec des IA qui sont utilisées malheureusement pour nous. Elles sont souvent chinoises ou américaines et c'est un certain problème par rapport aux données. Il y a le biais algorithmique parce que les IA, elles ont un certain taux de choses véridiques, etc. Elles cherchent un peu les informations sur le web. Et sur le web, il y a beaucoup de mauvaises informations ou de fausses informations. Et les étudiants n'ont pas forcément assez de recul pour s'en rendre compte. On a aussi la fracture numérique. Les États ont été notés sur 5 par rapport à leur intégration, par rapport à l'IA et son intégration. On voit que l'Amérique du Nord est notée 3,1 sur 5, alors que les BRIC 1,4 sur 5. Donc il y a une assez grande inégalité entre les États dans le monde. Les solutions qui sont en train d'être mises en place en France, on a d'abord une charte officielle. Du coup, ce sera un peu les règles, savoir ce qui est interdit, ce qui est permis, pour mieux diriger son utilisation dans l'enseignement. Il y a une formation obligatoire pour les élèves qui a été mise en place depuis 2024 à travers PIX pour les élèves de 4e et les élèves de seconde. Il y a l'évolution des modules d'enseignement, plus enfin, une ouverture de filières dans l'IA, dans la data, dans le machine learning. Donc, voilà. Et enfin, adapter les évaluations. Normalement, il y aura beaucoup plus d'oral, beaucoup plus d'exercices plus travaillés pour pouvoir tester en fait la vraie réflexion des étudiants et éviter de noter les IA derrière. Au niveau mondial, on a les États-Unis qui ont publié des chartes. 2 tiers des États-Unis ont publié des chartes sur l'IA, donc son usage, son intégration dans notre quotidien, dans l'enseignement, dans les problèmes environnementaux, sociétaux et économiques, contre 1/4 de l'Europe, ce qui est très peu quand on voit le nombre de pays que représente l'Europe. En Afrique, on compte moins de 50% à un accès de modèles d'IA générative. Donc c'est lié sûrement aux ressources numériques et financières qu'ils ont et de leur dépendance aux gros États type européen et États-Unis. Donc l'idéal pour les années à venir et les objectifs mondiaux, ce serait de former 50% des enseignants sur les bases de l'IA et de leur usage pédagogique, mais également d'augmenter de 60% le nombre de formations intégrant des modules d'IA générative. Donc c'est entre 1 à 3 années, et pour au-delà des 3 ans, on aimerait établir des référents, des enseignants référents en IA dans chaque faculté, dans chaque établissement, pour permettre d'accompagner l'équipe pédagogique et les étudiants sur les outils et les méthodes d'utilisation de l'IA. On vise 95% d'accès équitable sur les ressources liées aux données et à l'IA générative ou l'IA de façon globale. Donc ce serait de négocier des licences open source, de distribuer des bourses matérielles ou tout simplement de donner des formations aussi autour de ces outils. Et d'ici 2030, ce serait de faire de l'IA un catalyseur omniprésent et équilibré pour personnaliser l'apprentissage, stimuler les recherches et surtout intéresser les étudiants de demain. Donc, ce qu'il faudrait retenir de l'intégration de nos IA génératives dans l'enseignement, c'est que c'est un grand tournant pour tous, pour l'enseignement, pour les enseignants et pour les étudiants, mais il faut retenir qu'elle ne remplacera jamais le travail d'un enseignant ou l'apprentissage et les méthodes d'apprentissage d'un étudiant. Mais l'IA aura un rôle à jouer dans la redéfinition des missions, des rôles et des outils et de la responsabilité de chacun. Donc l'avenir de la pédagogie se joue aujourd'hui et demain, par exemple à travers ce festival de robotique, où on essaye de confronter des jeunes
à des problématiques, à des problématiques qui sont peut-être simples aujourd'hui, mais qui, au fur et à mesure de leur évolution pédagogique et dans l'enseignement, ils se rendront compte que la simplicité de la pédagogie et de l'apprentissage d'aujourd'hui leur a servi pour les outils de demain. Donc on a mis quelques conseils aux étudiants, voilà, même si je pense que vous les connaissez déjà, ces conseils. C'est de faire attention aux fausses informations, de comprendre l'outil avant de l'utiliser. Je pense que vous êtes déjà posé la question de comment fonctionne ChatGPT, Gemini ou ce genre d'outils. Et surtout de demander des explications simples aux IA. Parce que on le montre pas, on le met pas forcément souvent en avant, mais tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va générer sur des IA génératives va demander une certaine consommation énergétique énorme. Donc même si c'est parfois dans la nature de nombreuses personnes d'être poli avec ses collègues, son entourage, etc., les bonjours, merci et au revoir avec ChatGPT ne sont pas du tout nécessaires et demandent parfois des tonnes d'eau énormes pour compenser les besoins énergétiques. Il faut vérifier chaque source de données et surtout garder un esprit critique. On n'y pense pas souvent, mais si je prends un exemple personnel, moi, si je vais chercher des données sur ChatGPT, je vais lui demander quel est le pourcentage d'étudiants qui utilisent une IA générative. Je vais demander ça à ChatGPT, il va me sortir par exemple 75%. Est-ce que je vais le croire sur parole? Est-ce que je vais me dire tiens, j'irai pas chercher ailleurs? Ou est-ce que je vais me dire j'ai un enseignant en numérique qui a cette donnée-là aussi parce qu'il a fait des études auparavant? Est-ce que j'irai pas lui demander? Donc c'est aussi avoir cet esprit de recul et de ne pas être dépendant à ces outils et de toujours garder cet esprit d'analyse, de recherche et d'approfondissement. Donc je vous remercie, messieurs, dames, pour votre présence. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions. On a aussi notre petit QR code pour notre site internet. Si vous voulez le consulter, nos pages Instagram, on essaye de donner des petits tips d'usage de l'IA avec des publications hebdomadaires qui servent. Voilà, pour essayer de démystifier un peu cet usage. Merci beaucoup. Merci.